Bonjour à tous. Le temps que tout le monde se connecte, comme d'habitude, avant de débuter ce webinaire numéro 3, on va faire une petite enquête de sondage pour un peu connaître l'auditoire. Et puis, quand vous serez suffisamment nombreux à être connectés, on commencera. Alors, je recommence. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire numéro 3, dernier de la série. Vous êtes déjà très nombreux à être connectés et je vous remercie de votre présence. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est risque environnement et les maternelles. Je vois qu'on a encore une fois un auditoire très mixte, donc ça me fait extrêmement plaisir et je pense que l'ensemble de l'équipe est d'accord avec moi. Et puis, cette fois, c'est moi qui présente pour commencer. Donc, je vais tout de suite prendre la parole et vous parler de l'environnement. Alors, c'est parti. Normalement, vous voyez bien mon écran. Alors,
Donc, on va parler aujourd'hui du risque infectieux environnemental en néonatologie et j'ai essayé de vous faire un petit topo qui reprend un petit peu tous les points d'attention qu'on doit avoir dans cet environnement si particulier avec des patients si particuliers. Et donc, je crois que mes diapos ne passent pas. On recommence. Voilà. Donc rapidement, ça a déjà été abordé dans les webinaires précédents, mais le risque d'infection en néonat et en réanimation néonatale particulièrement, il est important du fait d'un contexte particulier, un système immunitaire qui est immature, beaucoup de dispositifs invasifs chez les enfants avec une exposition prolongée, l'hospitalisation elle-même qui peut être de durée très prolongée selon le stade de prématurité et un organisme qui en plus est naïf et qui est sujet à une contamination massive en quelques jours, soit par l'entourage, que ce soit sa famille, les personnels du service ou même l'environnement du coup. Et donc, ce risque infectieux, il est, on va dire, un petit peu dichotomisé entre la colonisation et le sepsis. Et donc, le tractus gastro-intestinal, la peau, la cavité orale du nouveau-né, normalement, ça commence in utero. Et chez le prématuré, il y a vraiment une forte influence de cette colonisation par l'âge gestationnel, les expositions environnementales. Et on sait tous très bien que finalement, notre microbiote et toute cette colonisation a également un rôle sur notre état de santé. Il y a de nombreuses études maintenant qui le montrent. Et donc, cette composition de microbiote, quel qu'il soit, intestinal, oral ou cutané, ça va fortement aussi influer sur les réponses immunitaires innées et adaptatives en développement de l'enfant. Après, il peut y avoir aussi le sepsis. Et donc, les bactériémies, c'est la première cause d'infection nosocomiale en réanimation néonatale, avec une très forte mortalité. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est souvent des signes cliniques difficiles à diagnostiquer. Le staphylocoque à coagulase négative qui est quand même majoritaire dans les infections, ce qui est compliqué à gérer. Et puis les entérobactéries sont moins fréquentes, mais néanmoins avec une mortalité plus élevée et donc un poids beaucoup plus élevé en termes d'infection et de sepsis. Donc l'environnement, je vais vous détailler un petit peu ces points-là. C'est les points majeurs que je voyais, mais il y a peut-être des choses auxquelles j'en aurais pas pensé. Donc n'hésitez pas si vous voulez en discuter à la fin de la présentation. Donc, si on commence par la chambre, j'ai voulu vous parler de la chambre en termes de traitement d'air. Il y a quelques cas qui sont rapportés dans la littérature d'infection, par exemple, à Aspergillus, qui peut être lié à la poussière. Et chez les enfants, c'est quand même majoritairement des infections cutanées que pulmonaires, mais ça reste quand même quelque chose qui peut être géré via le bionettoyage, mais aussi le traitement d'air d'une chambre. Et si on se base sur la norme 90-351 qui parle des zones à environnement maîtrisé dans un hôpital, il classe les réanimations en ISO 8. Donc, on pourrait se dire qu'une réanimation néonatale, tout comme une réanimation adulte, devrait être en ISO 8. En pratique, on voit que ce n'est pas systématique, que ce soit pour les réanimations adultes ou du coup néonatales. Et on peut se dire que le risque est quand même plus faible qu'une réanimation adulte puisque les patients sont quand même dans des incubateurs, donc il y a quand même une autre couche qui les protège entre guillemets. Néanmoins, si l'air de la chambre est contaminé, il y a des ouvertures de l'incubateur, donc ça comporte un risque quand même pour l'enfant. Et donc au-delà de la qualité de l'air qui doit être correcte, je pense qu'il est important aussi de vérifier juste l'état d'empoussièrement de la chambre, des grilles, des bouches d'arrivée d'air et des gaines qui doivent être, lui, régulièrement contrôlées, même s'il n'y a pas un traitement d'air spécifique dans la chambre. Ensuite, si on parle de l'eau, il y a quelques cas qui sont décrits dans la littérature sur des épidémies avec un point de départ eau, que ce soit l'eau parce que c'est des bains. Donc, par exemple, cette épidémie-là, c'était l'eau dans laquelle les bébés, à partir de laquelle la toilette des bébés était faite ou dans les baignoires. Et puis sinon, vous avez des épidémies à partir d'humidificateurs d'air ou l'eau qu'on a mis par exemple dans un incubateur. Mais les incubateurs, on y reviendra après. Mais la qualité de l'eau, surtout celle qui est utilisée pour les soins, a quand même une importance. Et donc, il est important de contrôler quand même l'eau qui est utilisée pour les bains des bébés et pour la biberonnerie. Mais je laisserai Didier Lepointe parler de l'aspect biberonnerie. Et donc, c'est une qualité d'eau pour soins standard qu'on doit avoir à minima.
Les recherches de légionelles peuvent être faites, mais sur un plan d'échantillonnage classique d'un hôpital, il n'y a pas de choses spécifiquement décrites de risque de légionellose, en tout cas chez les petits. Et puis, si finalement on n'arrive pas à avoir une qualité de l'eau qui est contrôlable, ou en tout cas correcte en termes d'eau pour soins standards, il peut être indiqué de filtrer les points d'eau qui sont vraiment fortement utilisés dans les soins des enfants, donc comme pour les bains, ou l'eau utilisée pour les toilettes, la détertion, etc. Le contrôle peut aussi passer déjà par des points d'eau qui sont propres sans tartre, puisqu'on sait que le tartre favorise la colonisation et la prolifération bactérienne, notamment de Pseudomonas aeruginosa. Et la question se pose de la javellisation des siphons, tout comme en réanimation adulte. Les siphons peuvent être un point de départ de transmission croisée par émission de gouttelettes quand il y a des jets. Et donc, ça peut être également un risque de contamination de la paillasse, de la tenue des soignants, des mains des soignants, si les siphons sont contaminés, évidemment. Donc, il y a pas, bon, il y a des personnes qui javellisent les siphons, qui font des traitements des siphons en entretien. Voilà, il n'y a pas de surveillance particulière recommandée ou obligatoire des siphons. Maintenant, c'est peut-être des points de départ d'infection, notamment de germes hydriques, auxquels il faut parfois penser. Ensuite, si on parle du linge, et si vous avez déjà été en réanimation néonatale, vous pourrez constater qu'il y a énormément de petits linges, de doudous, de choses qui sont très particulières à ces services, que vous ne rencontrerez pas dans d'autres services, et qui font que souvent, il y a une machine à laver dans le service. Donc, il est recommandé quand même d'essayer de passer le maximum de choses en blanchisserie centrale, puisque ce sont des machines industrielles avec un contrôle des températures, une maintenance qui est prévue pour vérifier que tout fonctionne bien, etc. Donc, la qualité de votre lavage et de la température et voilà, de la désinfection finalement de ce linge sera optimale si ça passe en blanchisserie. Maintenant, en pratique, on sait que c'est des vêtements extrêmement petits. Toute la logistique d'acheminement à la blanchisserie et de retour, il faut pucer les vêtements. Parfois, c'est des langes, ce qui recouvre les cocons, par exemple, les doudous, etc. Et que c'est extrêmement compliqué logistiquement de tout faire passer en blanchisserie. Et donc, il y a une tolérance et un besoin en fait de machines à laver souvent dans les services. Et donc là, il faut être extrêmement vigilant sur les températures de lavage. Il faut vraiment laver à haute température ou au moins sécher derrière au sèche-linge à haute température. Et vraiment, c'est beaucoup mieux de passer au sèche-linge plutôt qu'au séchage à l'air libre. On parlait tout à l'heure de l'aspergillus. Il y a autre chose aussi qui est contenu dans la poussière et qui pose vraiment problème en néonate, c'est le Bacillus cereus qui est également contenu dans les poussières et qui peut donner des infections quand même assez graves chez les tout petits. Et donc, voilà. Pour toutes ces raisons-là, il faut faire attention aux risques poussières qui passent également dans la gestion, par la gestion du linge. Donc faites attention, il y a sûrement des étendoirs pour les vêtements dans les services de réanéonat et il faut vraiment les sensibiliser aux risques que cela peut comporter chez les extrêmes prématurés notamment. Et donc, quand il y a des sèche-linges qui sont en panne, etc., il faut trouver d'autres solutions. Donc voilà. Et comme j'ai écrit, il n'y a pas que les bodys ou les vêtements, il y a les cocons, les doudous, les bonnets, il y a plein de petits linges qui peuvent être présents dans les services. Ensuite, on va passer aux incubateurs, qui est un sujet sur lequel on va revenir sur la dernière présentation avec un cas appliqué d'un retour d'expérience d'épidémie. Mais les incubateurs sont décrits comme étant des potentielles sources de réservoirs environnementaux, de contamination, qui est décrit dans la littérature. En même temps, c'est des milieux qui sont extrêmement chauds, humides, dans lesquels l'enfant va rester et souvent les enfants qui ont besoin des incubateurs sont les plus fragiles, les plus petits, et donc c'est vraiment extrêmement un risque. Alors, c'est pas un environnement qui est censé être stérile, on est complètement d'accord, néanmoins, il faut quand même qu'il soit propre, surtout à certains moments. Et donc, il y a des entretiens qui sont fortement recommandés, notamment dans la vie de la SF2H, mais localement, vous avez le CEPIA Sarah, le CEPIA Île-de-France, à la PHP, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont fait des recommandations sur la gestion de ces incubateurs. Et donc, il faut d'abord un entretien
en présence de l'enfant, qui doit être quotidien au minimum et qui doit être particulièrement bien fait juste avant un acte invasif. Par exemple, la pose d'un cathéter pour vraiment diminuer la colonisation et la présence de pathogènes potentiels dans l'environnement, surtout que même le staph coagulase négatif, le staph blanc juste de la peau, qui va forcément être présent dans la couveuse, puisqu'il y a un enfant qui est présent dedans et donc son microbiote va être présent, il peut être présent en grosse quantité et donc il est beaucoup plus facile de faire des fautes sepsie pendant ce genre de geste invasif. Et donc, si on a décontaminé en amont les parois de la couveuse, c'est quand même bien mieux. Cet entretien, il doit être fait en intérieur et en extérieur de la couveuse. Autant pour l'extérieur, il n'y a pas trop de problème, mais pour l'intérieur de la couveuse, on se heurte au problème d'utilisation de produits qui sont compatibles avec un tout petit qui va respirer l'air en fait humide, etc., avec le produit en question. Et donc, on ne peut pas avoir des exigences en termes de normes de bactéricidie, de virucidie, en fait, de microbio et d'efficacité microbio aussi élevées que le reste des surfaces, puisque là, on est vraiment en contact très proche et de vaporisation, entre guillemets, de ce produit en permanence en présence du bébé. Et donc, il faut trouver le bon compromis en termes d'efficacité, mais surtout de compatibilité et d'innocuité pour les enfants. Et ensuite, il y a la partie entretien hors présence de l'enfant. Les incubateurs, dans la plupart des recommandations, on les recommande de les changer pour un enfant tous les 7 jours, ou alors si on a des enfants qui sont vraiment instables et que le changement d'incubateur est trop délétère pour le maintien de leur température, etc., on peut aller jusqu'à 15 jours maximum, mais il est vrai qu'il est vraiment conseillé de le changer tous les 7 jours, parce qu'en fait, l'incubateur se colonise énormément, et avec les lingettes qu'on peut utiliser et qui sont compatibles, on a du mal à faire, au bout d'un moment, vraiment une action efficace de décontamination. Et donc, ce changement d'incubateur, ensuite, on va complètement sortir l'enfant, le mettre dans un autre incubateur, et cet incubateur va être entièrement normalement démonté. Tout ce qui est démontable doit être démonté, et il faut être extrêmement vigilant à cette partie-là, puisque certains incubateurs ont énormément de petites pièces et de choses à retirer et à désinfecter, qui peuvent être source en fait du coup de réservoir si ça n'est pas fait. Et donc je vous invite vraiment à aller regarder une désinfection d'incubateur, puisque pour chaque incubateur c'est différent, à faire attention aux recommandations du fabricant. Parce que c'est très différent. Vous allez avoir des incubateurs pour lesquels vous allez avoir une espèce de, comment dire, mode cocotte minute auto-chauffe, où on doit mettre de l'eau et mettre à fond à 90 degrés pour qu'il décontamine toutes les voies, les parties en fait avec l'humidification et un petit peu pré-désinfecter, nettoyer l'habitacle. D'autres où c'est pas du tout comme ça que ça se passe et tout est manuel. Je vous invite à utiliser la méthode de l'immersion dès que c'est possible pour la désinfection des pièces. Vous avez énormément de petits recoins, de choses comme ça. Donc, il faut être très vigilant, parce que même si on se dit c'est pas censé être stérile, finalement, cet incubateur, après, il va être parfois à des températures de 38-39 et 85% d'hygrométrie. Donc, ça peut être un véritable bouillon de culture. Donc, notamment quand vous avez un enfant qui était infecté par quelque chose de particulier, il faut faire attention, parce qu'après, cet incubateur, il va de façon indifférenciée à un autre enfant. Il n'y a pas comment dire, d'incubateur dédié à un enfant. Et donc, les méthodes qui peuvent être utilisées, c'est soit la vapeur, soit un détergent désinfectant. La vapeur, c'est très bien, mais il faut être extrêmement bien formé et informé sur la méthode de désinfection avec la vapeur, parce que ça peut mener à des gros problèmes. Si ce n'est pas utilisé de la bonne manière, en fait, ça ne marche pas. Et donc, voilà, être vigilant sur la formation des agents qui vont utiliser la vapeur, et bien faire attention à passer dans tous les recoins, ce qui n'est pas toujours facile avec les embouts qu'on peut avoir sur les appareils à vapeur, mais complètement faisable. Il y a des endroits qui n'utilisent que la vapeur et ça se passe très bien. Le détergent désinfectant, c'est tout à fait possible, mais il faut faire attention à la compatibilité de ce détergent avec les incubateurs. C'est quand même des appareils qui sont extrêmement chers, qu'on ne peut pas changer tous les 3 matins. Et donc, si on utilise un produit qui est incompatible avec le matériau, en fait, moi je pense par exemple
au plastique qui compose les parois. Si c'est pas compatible, ça peut opacifier les parois, faire des rayures, etc. Et donc rendre le matériel vétuste beaucoup plus vite qu'il ne le devrait. Et puis, il faut faire attention au temps de contact qui est nécessaire à l'efficacité microbiologique optimale, au moins la bactéricidie, virucidie, lévuricidie. En fait, la sporicidie, elle n'est pas obligatoire, mais à part ça, tout le reste, on devrait être extrêmement vigilant sur le temps de contact nécessaire à cette efficacité. Et normalement, pour la plupart des détergents désinfectants, il n'est pas conseillé de les rincer. Une fois que le temps de contact est passé, on peut, avec des choses qui sont stériles, on va dire, essuyer les traces et éventuellement qu'il peut y avoir de détergents désinfectants, mais il serait dommage de gâcher, on va dire, ce bio-nettoyage en essuyant avec une chiffonnette ou des choses comme ça qui ne sont pas propres. Voilà. Et bien sûr, il faut faire attention aux locaux de bio-nettoyage des incubateurs. Malheureusement, on manque souvent de place dans les services de néonates et on se retrouve à avoir des incubateurs qui sont nettoyés dans des locaux soit qui ne sont pas dédiés ou alors qui sont trop petits, où on ne sépare pas le propre et le sale et on va se retrouver avec à retirer des pièces qui sont sales, à les poser à côté de quelque chose qu'on vient de nettoyer ou des choses comme ça. Donc il faut parvenir à faire 2 secteurs et vraiment faire une marche. Je mets d'abord tout ce qui est sale d'un côté et puis petit à petit, une fois que c'est propre, je le mets d'un côté avant de pouvoir remonter l'incubateur une fois que j'ai nettoyé tout à l'intérieur. Pendant le Rex de tout à l'heure, je vous montrerai un exemple d'un incubateur qui est extrêmement compliqué à nettoyer pour vous montrer un petit peu, imager la complexité que ça peut représenter. Et ensuite, il faut penser au stockage parce qu'une fois qu'ils sont propres, il faut pouvoir mettre la date de désinfection sur ces incubateurs puisque normalement, on est censé les stocker 15 jours au maximum. Sinon, il faut les redésinfecter avant de les utiliser si on dépasse les 15 jours de stockage. Et c'est bien sûr, pour des raisons évidentes, mieux de les avoir des locaux de stockage pour ces incubateurs propres qui soient dédiés. Malheureusement, encore une fois, on manque de place. On va souvent les voir dans les couloirs. Alors, on va mettre des draps dessus pour essayer de les contaminer le moins possible. C'est quand même ce qui est voilà, pas très recommandé, mais il ne faut pas hésiter à essayer de trouver des solutions de stockage. Après, on ne peut pas pousser les murs, je l'entends. Pour la traçabilité, c'est quelque chose qui est peu fait, mais qui peut être très utile, surtout quand on a une situation épidémique particulière à gérer. Et donc, le numéro de l'incubateur, il est intéressant qu'il soit mis dans le dossier du patient pour qu'on ait une trace de tous les incubateurs par lesquels il est passé. Puisque, par exemple, quand on a une investigation et qu'on a X bébés infectés, on peut essayer de regarder si ce n'est pas le même incubateur qui est en cause pour voir si c'est éventuellement un réservoir de l'épidémie. Et puis, ça vaut le coup aussi de le faire dans l'autre sens. Si on se rend compte qu'il y avait un problème sur un incubateur particulier, de pouvoir facilement récupérer tous les patients qui sont passés par cet incubateur. Donc, je vous invite à faire vraiment cette double traçabilité. Quand on met l'enfant dans l'incubateur, on colle sur le dossier du patient, on écrit sur le dossier du patient le numéro de l'incubateur en question. Normalement, ils sont tous numérotés. Et puis, dans le classeur de traçabilité de l'incubateur, qui est une fiche de désinfection et que désinfection faites le temps et puis après derrière, hop, et coller juste l'étiquette patient à chaque fois qu'un bébé est mis dedans. Pour les prélèvements, malgré ce que je vais vous présenter à la fin, ce n'est pas conseillé en routine, comme je disais, ce n'est pas quelque chose qui est stérile et puis forcément vous allez y trouver des petites choses et puis selon la façon de prélever, vous n'allez pas trouver les mêmes choses. Néanmoins, je pense qu'il faut garder en tête qu'il est possible de le faire en cas d'épidémie. Parce que ça peut être un réservoir et donc il faut y penser. Et puis moi, je vais vous présenter une méthode pour le prélèvement à la fin. Ah, le diapo ne passe plus. Maintenant, on va parler de matériel partagé, un peu plus globalement, pas que incubateur. Et donc là, je vous ai mis des choses qui ont été retrouvées donc, dans certains matériaux, l'eau. Là, c'était, je me souviens plus, mais voilà, ça peut être très multifactoriel, ça peut être lié, ah oui, gel d'échographie, ce genre de choses. Et donc,
il faut faire extrêmement attention, mais comme pour les précautions standards dans un service d'adulte, mais il y a des petites choses qui n'existent pas dans les services d'adultes, comme les pèse-couches ou les pèse-bébés ou les baignoires, auxquels il faut faire attention parce que ça a été démontré comme étant vecteur ou réservoir d'épidémie, puisqu'on va peser les couches les unes à la suite des autres, et puis on va retourner à l'enfant. Pareil pour les bébés, bah forcément, c'est quelque chose qui est en contact avec l'enfant, donc comme les chaises de pesée dans un service classique, le pèse-bébé doit être désinfecté après chaque utilisation. Le chauffe-biberon, mais je pense que Didier Lecomte va en parler, le chauffe-biberon peut être vraiment source de problèmes et de contamination, notamment du coup des laits. Les échographes, il y a l'utilisation d'échographie transfrontalière, enfin l'échographie est assez répandue et il faut être vigilant sur les nettoyages de la sonde d'échographie entre chaque enfant, surtout parce que même si c'est fait en contact peau à peau, ces enfants, ils ont des peaux qui sont extrêmement immatures, donc la barrière cutanée n'est pas terrible. Et en plus, ça va être dans un incubateur, ça va faire bouillon, ça va en mettre partout. Donc c'est vrai que plus on fait attention à l'introduction de germes dans leur environnement, plus sûr c'est pour eux. Et ces échographes, ils viennent avec des gels d'échographie. Donc il faut faire attention à ces gels aussi, parce que souvent les bouteilles, elles peuvent rester pendant très très longtemps et se contaminer, parce que des grosses bouteilles, c'est pas des unités stériles, donc il faut faire attention à ça. Les tire-laits, je pense que Didier reviendra dessus, les chariots, les EEG, bref, tout ce qui peut passer d'un enfant à un autre qui est utilisé pour plusieurs enfants. Les locaux, de façon globale, il faut faire attention au bio-nettoyage selon les procédures classiques de l'hôpital. Normalement, il n'y a pas trop de problèmes de compatibilité. On parle des surfaces hautes, des sols, etc. Donc, il n'y a pas trop de problèmes de compatibilité là par rapport à l'enfant, par rapport à l'intérieur de la couveuse. Et puis, il y a aussi ce phénomène, enfin, pas phénomène, mais cette démarche qui a été mise en place des éco-maternités par l'ARS Île-de-France, sur laquelle il faut être vigilante parce que ça part d'un très bon principe sur la santé environnementale, l'éco-responsabilité. Il y a eu beaucoup d'audits qui ont été faits dans les maternités pour évaluer la toxicité des produits et des procédures de bio-nettoyage. Par contre, on se retrouve avec des situations un peu critiques parfois. Là, je m'adresse à mes collègues de prévention du risque infectieux, où les messages passés peuvent être erronés, notamment sur la solution hydroalcoolique par exemple, mais même sur les produits de bio-nettoyage. Et donc, normalement, les fabricants dont les produits sont utilisés en néonat ont des certificats à vous fournir, etc. Faites attention parce que parfois, il y a des mauvais messages qui peuvent être passés dans les services au sujet de la toxicité et qui peuvent entraîner un manque de bio-nettoyage et des problèmes autres de risque infection en fait derrière. Donc, il faut bien faire la balance entre cette toxicité, mais aussi sur l'efficacité qui est quand même très importante aussi. Les réserves, juste un petit point, mais c'est comme chez les adultes, il faut qu'elles soient sans carton, non empoussiérées pour les risques dont on parlait avant liés à la poussière, particulièrement le Bacillus cereus. Si vos matériaux ils sont pleins de poussière et qu'ensuite quand vous les ramenez dans les chambres, ils sont en contact avec les enfants, ça peut être extrêmement problématique. Je voulais attirer votre attention sur d'autres cas particuliers dans les locaux. Il y a des services qui ont des hôtes à flux laminaires pour la gestion de la nutrition parentale. Il faut faire attention parce que ces hôtes, elles ont une maintenance à prévoir, etc. Et donc, on ne peut pas juste avoir une hôte qu'on utilise une fois de temps en temps qui ne soit pas gérée. Il faut vraiment être vigilant sur la maintenance et le nettoyage de celle-ci. Lave-linge, sèche-linge, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, il y a la maintenance à prévoir pour ça aussi. Et la petite photo, c'était pour aussi vous dire que le cas particulier, c'est qu'en fait, on peut avoir parfois 3, 4 enfants dans la même chambre, puisqu'on considère que leur chambre, c'est la couveuse, mais ça peut être aussi un risque de transmission croisée, le fait d'avoir plusieurs enfants dans la même chambre, même si dans les couveuses, on sait que le manuportage, le partage de matériel partagé peut favoriser la transmission croisée. Plus il y a d'enfants dans la même chambre, donc en général, on essaie de regrouper les enfants dans la même fratrie, et surtout éviter que ce soit des bébés avec des précautions complémentaires, avec des infections particulières qui soient dans ces chambres-là. Pour faire le point sur tout ça, il y a une checklist qui existe de la prévention du risque d'infection en néonat. Alors oui, j'en fais la pub parce que ça vient de ma thèse à la base et donc je la connais assez bien. Ça a été développé ensuite par mes collègues du siège de la BHP par un outil hyper simple à utiliser. Vous pouvez scanner le QR code pour y avoir accès. Sinon, il y a un lien qui est disponible dans l'avis du 15 juillet 2022 de la SF2H. C'est un outil d'évaluation en fait qui est soit a priori,
soit si vous avez une épidémie qui peut être utilisée par toutes les personnes, que ce soit prévention du risque infectieux ou la néonate elle-même, pour essayer de balayer un peu tous les critères, tout ce qu'on a essayé de vous détailler d'ailleurs dans tous les webinars, de choses à prendre en considération pour prévenir le risque infectieux en néonate. Ça concerne des choses qui sont observationnelles, mais aussi un entretien avec les différentes personnes. Ça va du personnel paramédical, médical, jusqu'aux parents et aux équipes de prévention du risque infectieux, les questions qui sont dedans. Donc, on a essayé vraiment d'être exhaustif dans cette checklist. Et en plus, ça vous fait des diagrammes en radar pour essayer de voir quels sont les points d'attention à avoir dans votre service. Voilà, je pense que j'ai été à peu près dans les temps. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Stuti, pour ton intervention. Donc, on a quelques petites questions. On a le temps pour 2-3 questions. Donc, la première, c'est par rapport au traitement d'air. Donc, comment on peut faire si on n'a pas d'équivalent ISO 8 dans une chambre de néonate qui nécessite un traitement d'air? C'est compliqué et c'est le cas aussi dans les services d'adultes. Malheureusement, cette norme, elle est parue en 2013 et en fait, nos locaux, parfois, ils sont beaucoup plus vieux que ça et beaucoup plus vétustes. Donc, il faut que l'on fasse avec. Je pense que le risque, il n'est pas aussi grave que dans un bloc opératoire, dans une chambre de greffé, etc. et qu'il faut faire autant que se peut, essayer de voir si on peut avoir un traitement d'air amélioré, favoriser une légère surpression, en tout cas un apport d'air neuf, soufflé, si possible. Peut-être essayer de faire des comptages pour voir si la qualité de l'air elle est vraiment terrible, si vous avez des problèmes d'aspergillose, d'infection à champignons cutanés ou à bacillus. Éventuellement, après, c'est pas le risque premier et je pense qu'il faut vraiment toujours peser le bénéfice-risque de faire enfin, c'est pas toujours possible de faire des gros travaux, donc faut gérer la qualité de l'air au mieux. Il existe des solutions mobiles aussi, si vraiment la qualité de l'air est mauvaise, il existe des unités mobiles de décontamination. Et je pense qu'il faut discuter avec ces services techniques pour essayer de trouver la meilleure solution en termes de qualité de l'air. Merci beaucoup. Ensuite, on a plusieurs questions sur les incubateurs. Donc, on ne pourra pas répondre à tout, mais il y aura une réponse qui sera apportée à l'écrit. Il y a une FAQ après le webinaire. Donc, je vais en prendre une par rapport à l'entretien de l'incubateur à l'eau et microfibre. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que vous l'utilisez dans votre hôpital? Non. Est-ce que tu as Non, c'est pas conseillé parce que microbiologiquement, pour l'instant, à ce que je sache, il n'y a pas eu des preuves suffisantes pour montrer que ça décontaminait suffisamment l'incubateur. Personnellement, mais peut-être que j'ai été trop éprouvée par ce que je vous présentais à la fin du webinar, mais les incubateurs, vraiment, c'est des véritables bouillons de culture en fait derrière. Donc même s'il reste 3 bactéries, avec un extrême préma dedans qui sera à 39 avec 85% d'humidité, ça va couler, enfin, ça peut être dramatique dedans. Et donc, je pense qu'il faut avoir une attention particulière sur le bio-nettoyage hebdomadaire de ces incubateurs. Pour le bio-nettoyage quotidien, pourquoi pas parce que de toute manière, on fait comme on peut en termes d'innocuité, etc. Maintenant, c'est vrai que je serais plutôt favorable à prendre quelque chose qui a une meilleure activité microbio que l'eau et la microfibre, plutôt que voilà, de toujours faire au mieux possible en termes d'efficacité microbiologique, surtout pour les extrêmes préma qui ont une peau avec une barrière cutanée qui est pas très efficace et en plus énormément de dispositifs invasifs et donc abaisser quotidiennement au maximum la contamination microbienne pour moi me semble assez importante. Ok. Donc une dernière question parce que le temps file. Quels doivent être selon toi les éléments à surveiller dans le choix d'un détergent désinfectant pour la désinfection de l'incubateur en présence de l'enfant? Et si tu as les normes innocuité, c'est vraiment le plus important parce que ça va vraiment être ce que l'enfant respire. Et en fait, on se rend compte qu'on est vite coincé parce qu'il n'y a pas grand-chose qui garantit une innocuité pour l'enfant, en fait. Et donc, on prend ce qu'on a. Malheureusement, en pratique, c'est ça. On va essayer d'avoir
un maximum, comme je disais, d'efficacité microbiologique en termes de bactéricidie et de virucidie, je pense, et des virucidies, qui sont les trois principales. Et puis voilà, on fait au mieux, surtout pour ce qui est possible en présence de l'enfant, quoi. Ok, merci beaucoup Stuti. On te retrouve tout à l'heure. On va enchaîner avec la présentation suivante. Donc le docteur Didier Lecointe du Centre hospitalier sud-francilien qui va nous parler de risques infectieux liés au lait maternel. Je vous partage l'écran. Je vous donne la possibilité de présenter. C'est tout bon, on voit votre écran. Je pense que votre son n'est pas activé. Voilà, C'est tout bon. le son est activé. Vous voyez l'écran seul, a priori? Oui, c'est tout bon. Ok, bon. Mais écoutez, merci pour tout et merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour parler de ce sujet. Donc, je vais essayer d'être le plus complet possible en restant court. Alors, par contre, ce serait bien que la diapo avance. Voilà. Alors, voici le sommaire que je vais utiliser. Et on va commencer par le lait maternel, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'abord de stades, c'est-à-dire un colostrum, un lait de transition, un lait mature, dont la composition en nutriments essentiels et en composés bioactifs change. On va trouver beaucoup de HMO, qui sont des probiotiques permettant de nourrir les micro-organismes du tube digestif du nourrisson, et des micro-ARN qui, eux, vont intervenir dans la régulation de processus, dont la protection contre l'entérocolique nécrosante. Alors, le colostrum apparaît dès la naissance jusqu'à... Ah. Alors, je vois qu'il y a un problème de partage. Non, c'est bon, on voit l'écran. D'accord. C'est tout bon. Ok, bon, bah, c'est parfait. Donc, le colostrum apparaît de J0 à J4, le lait de transition de J5 à J14 et le lait mature à partir de J15. Et donc, globalement, le colostrum est beaucoup plus riche en protéines, en minéraux, en vitamines et en HMO, et beaucoup moins en lipides et en lactose que le lait mature et inversement. Et puis, le lait maternel, il comprend aussi un microbiote qui est spécifique, qui est encore peu exploré, en sachant que la culture bactérienne classique est de type aérobie et qu'elle est non standardisée, ce qui fait que personnellement, je considère que les connaissances sur l'écologie de ce microbiote ne sont pas encore maîtrisées. Les études métagénomiques sont importantes puisqu'elles ont permis de démontrer qu'on trouvait dans ce microbiote de nombreuses anaérobies et des virus, mais il faut être conscient que le lien avec les micro-organismes vivants reste difficile à affirmer. Ce qui est intéressant, c'est son processus d'élaboration qui est multiple et qui commence dès la grossesse, bien avant la naissance. Et ça, c'est décrit depuis une bonne vingtaine d'années. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le tube digestif de la mère avec la barrière d'entérocytes, la lumière du tube digestif. Et dans ce tube digestif, une flore bactérienne digestive maternelle. Et donc, c'est entre deux entérocytes que des cellules dendritiques vont s'insérer et capturer des bactéries de cette flore digestive. Elles vont ensuite les internaliser, les faire passer de l'autre côté de la barrière d'entérocytes et donc effectuer une translocation digestive. Et ensuite, la cellule dendritique va rentrer du bon côté, entre guillemets, de la barrière d'entérocytes et elle va ensuite passer dans les ganglions lymphatiques mésentériques, dans la circulation lymphatique et, entre guillemets, déverser les bactéries dans les canaux galactophores. Et donc, avant la naissance, on a donc constitution d'un microbiote mammaire. Ce microbiote mammaire va être la base du microbiote du lait, mais celui-ci va aussi être alimenté après la naissance. D'abord par le microbiote vaginal lorsqu'il y a un accouchement par voie basse, mais aussi par le microbiote cutané de l'enfant, le microbiote cutané du sein, le microbiote buccal de l'enfant, en sachant qu'un flux rétrograde a été décrit entre la cavité buccale de l'enfant et le microbiote du lait, avec des échanges entre les deux. Et puis, il va également y avoir une influence à partir d'autres sources, les partenaires de la mère,
les pompes ou tire-lait et même l'environnement, voire de la salle d'accouchement jusqu'à l'accoucheur. Tout cela va influencer le microbiote du lait qui va permettre d'enfoncer le tube digestif de l'enfant et, dans une théorie positiviste, éviter que les bactéries pathogènes ne l'ensemencent, ne le contaminent. Donc, le lait maternel est bien une source de nutrition, à la fois pour les enfants nés à terme et les prématurés, mais aussi une source de protection contre de nombreuses pathologies, dont l'entérocolite nécrosante du nouveau-né. Le problème, c'est est-il aussi source d'infection en néonatologie? Alors, il faut déjà remarquer que par 24 heures, un enfant qui consomme 800 ml de lait va en même temps ingérer 10 puissance 5 à 10 puissance 7 bactéries, toujours par 24 heures. Et que dès l'expression du lait, il peut être contaminé. Il va être significativement plus contaminé s'il est exprimé manuellement versus un tire-lait, mais il va aussi avoir beaucoup plus de bacilles gram négatifs si le tire-lait est à domicile plutôt qu'à l'hôpital. Et le dénombrement de cette flotte totale aérobie est plus relié à la localisation du tire-lait qu'à l'accompagnement des mères en hygiène. Alors finalement, est-ce qu'on peut se baser sur la bibliographie pour essayer de déterminer ce risque infectieux? Parce que le risque théorique, c'est quoi? C'est le microbiote, qui comprend de nombreux micro-organismes, dont quelques-uns seulement sont détectés par culture bactérienne. Donc, on ne va repérer aucun virus ni aucun anaérobie en culture classique. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucune méthode de référence. Donc, on n'a pas d'écologie standardisée. Donc, on ne sait pas tellement ce qui est normal ou anormal, entre guillemets. Et donc, c'est quoi le risque réel? Eh bien, ce risque réel, il est d'abord dominé par le Streptococcus agalactiae, donc le strepto B, qui va donner des maladies invasives systémiques avec des pneumopathies, des méningites, des sepsis et des prééclampsies, avec deux types d'infections. Celle à début précoce pour les premiers 7 jours de vie, enfin moins de 7 jours de vie, avec une incidence de 0,49 cas pour 1000 naissances, et celle à début tardif de 7 à 90 jours de vie pour une incidence de 0,26 cas pour 1000 naissances. La mortalité est élevée puisqu'elle se situe entre 1 et 8% pour les enfants nés à terme et 5 à 20% pour les enfants prématurés. Et c'est le sérotype 3 qui va prédominer dans la maladie à début tardif, qui est donc une maladie acquise par voie périnatale, lait maternel compris, qu'elle soit nosocomiale ou communautaire. Donc c'est cette maladie qui va nous intéresser. Il faut noter qu'en termes d'incidence, le portage de strepto B chez les mères va varier entre 0,4 et 0,80% pour les mères extrêmement prématurées, d'enfants extrêmement prématurés ou nés à terme, et que dans le lait, déjà, on trouve entre 5 et 10% de strepto B. Par ailleurs, ce lait maternel peut contenir jusqu'à 10,3, 19 unités formant colonie par millilitre de strepto B et donc constituer un réservoir potentiel. Alors, en termes de publication, on peut citer quoi? Une revue de la littérature qui a été effectuée sur 36 ans a repéré sur ces 36 ans 48 cas de maladies à strepto B à début tardif et associées au lait maternel. Donc, ça fait à la fois très peu et beaucoup, puisque dans un certain nombre de cas, je vous le rappelle, il y a à peu près jusqu'à 20% de mortalité. On peut citer une autre étude qui a analysé une vingtaine de souches sur Robert Debré. Ça partait de 4 enfants, enfin d'une période contemporaine de l'infection de 4 enfants. Et donc, les auteurs ont repéré que sur cette vingtaine de souches, 10 souches étaient associées entre les 5 mères et leurs enfants. Cela concernait 5 souches isolées du lait maternel, plus les 4 souches des enfants infectés et également une souche d'un enfant colonisé. Toutes les mères souffraient d'une mastite postpartum et donc on les a reliées à cette mastite. On peut citer également chez un prématuré 3 épisodes de sepsis à strepto B. Et en fait, le lien avec le lait maternel a été posé après le 2e épisode. Il expliquerait le 3e épisode. Là, je vais vous parler d'un case report sur des triplés prématurés, extrêmement prématurés puisque nés à 26 semaines d'aménorrhée, un point de naissance de moins de 1000 grammes, avec un cas 1 qui a montré des signes à J12, puis de nouveau à J63, avec des hémocultures positives. Un cas 2 qui avait des signes à J35, des hémocultures et un liquide céphalorachidien positif. Un cas 3, alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé cas 3, mais les signes sont apparus à J33, des hémocultures positives également.
Et en fait, puisque le cas1 avait eu de nouveau des signes à J63, ils sont allés explorer le lait maternel frais à J68, puisqu'il n'y avait pas ni de mastite, ni de portage vaginal chez la mère. Et il y avait du strepto B à plus de 10 puissance 5 unités formant colonie. Tous les isolats avaient le sérotype 3 et tout s'est arrêté avec un traitement de la mère. Je vais maintenant passer aux entérobactéries. Alors, ce qui est spécifique un petit peu des entérobactéries, c'est qu'on va trouver des épidémies. Par exemple, une épidémie à Klebsiella aerogenes au CHU de Brest il y a une vingtaine d'années, où on a trouvé 21 échantillons de lait maternel positifs à Klebsiella aerogenes exprimant une céphalosporinase réprimée sur une période de 18 mois. Et l'enquête a démontré qu'en parallèle, on avait isolé la même bactérie chez 26 enfants, 11 infectés, 15 colonisés de moins d'1 an, mais qu'en fait, dans 2 cas seulement, on avait trouvé un lien entre le lait maternel et l'enfant colonisé lui-même. Effectivement, les laits ne correspondraient pas à ceux des mères des enfants infectés. Les auteurs ont fait une enquête environnementale et prélevé le personnel, mais toute cette enquête n'a pas permis de retrouver l'origine de la souche. Et tout ça démontre surtout que les enquêtes sont très difficiles, il est vraiment très difficile de démontrer l'implication du lait maternel lors de ces épidémies. On peut citer encore quelques épidémies nosocomiales, une à Klebsiella pneumoniae chez 5 prématurés avec un sepsis sur une période de 12 jours après alimentation par du lait cru à partir d'une seule donneuse. Et en fait, l'enquête a démontré que le tire-lait était contaminé. Une autre épidémie nosocomiale, également à Klebsiella pneumoniae, sécrétrice de bêta-lactamase étendue. Celle-ci impliquait 58 enfants, un seul infecté, sur une période de 4 mois. Et sur les 18 mères, les échantillons de lait de 3 mères étaient positifs. Et l'épidémie s'est écrasée uniquement après sectorisation. Alors, il est probable que cette épidémie était multifactorielle, que le lait avait une part d'implication, mais peut-être pas dans la totalité des cas. Une dernière épidémie à Escherichia coli, sécrétrice de bêta-lactamase étendue, cette fois-ci au Japon, où on a trouvé 5 colonisations des voies respiratoires, une infection urinaire. Tous les bébés étaient ventilés, cathétérisés avec un faible poids de naissance, avaient eu un traitement antibiotique antérieur. Ils avaient tous reçu du lait de la mère du cas A, qui par ailleurs était également positif au niveau du sein gauche et des selles. Et tout s'est arrêté. Alors, les champs pulsés étaient donnés des profils identiques et tout s'est arrêté après arrêt du don. Donc là, le lien était clair. Je crois que c'est la dernière publiée sur les entérobactéries avec un cas à Enterobacter cloacae, né lui aussi à 26 semaines d'aménorrhée, à J40, sepsis, détresse respiratoire et choc. Et le KT veineux périphérique, les hémocultures périphériques et les urines étaient positives à Enterobacter cloacae. On a trouvé le même germe avec le même antibiotype dans le lait maternel, qui était donc positif. Donc, une éducation de la mère a été effectuée sur les règles d'hygiène, mais elle était encore positive 7 jours plus tard. Il n'y avait pourtant aucun symptôme, aucune lésion de mastite, et tout s'est arrêté avec le traitement de la mère, tout simplement. Donc, on n'a pas, les enquêteurs ont tout de même été assez honnêtes puisqu'ils ont considéré que tout cela n'était pas une démonstration réelle, car ils n'excluaient pas le fait que l'entérobactère ait pu être acquis par la mère ou par l'enfant dans l'environnement du service de soins. Et ça démontre encore les difficultés des enquêtes dans ces cas-là. Alors tout de même, encore une dernière publication sur les entérobactéries, c'est sur Salmonella enterica, à partir de 2 jumeaux prématurés qui ont eu une entérite sévère. À J16, c'est la jumelle qui montre des urines et des hémocultures positives. Et du coup, la surveillance est accrue sur le jumeau et le lait maternel. Effectivement, les selles du jumeau et le lait maternel s'avèrent eux aussi positifs. Donc l'enquête est effectuée, on trouve le même antibiotype et des souches strictement identiques par champ pulsé, mais les auteurs considérant que les autres enfants sont négatifs, ils écartent a priori une contamination par l'environnement et ils explorent la piste de la contamination directe. Donc ils vont reprendre tous les laits de la mère qui avaient été récoltés sur 34 jours, et donc la PSCR était positive dans 8 échantillons. Tout cela suggérait une contamination sur une semaine avec un pic entre J13 et J17.
Et puis en fait, quand ils vont explorer encore un petit peu plus, ils constatent que la mère avait eu un traitement antibiotique juste auparavant, qu'elle n'avait ni mastite ni gastroentérite, mais qu'en réalité, elle travaillait dans une ferme laitière et elle était en contact avec des veaux infectés par des salmonelles. Bon, voilà. Donc là, ils ont pu aller jusqu'au bout de l'enquête. Il y a très peu d'autres publications décrivant une transmission salmonelle. Moi, j'en ai trouvé 5. Vous voyez, c'est quelque chose de très rare, mais qui est décrit tout de même. Le staphylocoque doré, en fait, les infections à staphylocoque doré, c'est la biblio qui est très difficile à faire parce que la biblio sur le staphylocoque doré et le lait maternel, elle est très nombreuse, mais ça ne concerne pas que les infections. Donc, il faut vraiment essayer de trouver les bonnes publications dans cette biblio assez vaste. Et finalement, les études sont assez rares. Alors, je vais tout de même citer 2 publications. Une publication par une équipe chinoise qui a trouvé dans les souches dans les selles de 3 enfants avec des diarrhées, des souches identiques à celles retrouvées dans le lait de leur mère. Donc, ils ont considéré qu'il y avait un lien établi. Et puis, il y a également un travail brésilien sur 80 échantillons de lait cru, où ils ont trouvé 22 souches de staphylocoque doré, dont 6 résistantes à la méticilline. Et dans ces 22 souches, ils ont détecté une trentaine de gènes de virulence, dont ceux de 9 entérotoxines, de 2 exfoliatines, de la TSST et de la protéine de Panton-Valentine. Alors moi, ce qui me frappe au niveau du staphylocoque doré, c'est que tout de même, on voit qu'il y en a beaucoup, il y en a souvent dans le lait, mais que bien qu'on détecte des gènes de virulence, le nombre de cas rapportés est tout de même relativement faible, de mon point de vue. Alors, on ne peut pas parler de néonates sans parler de Bacillus cereus. Il y a 2 ans, j'avais fait une petite biblio et j'avais retenu 17 publications sur les infections des prématurés à Bacillus cereus. Elles sont rares mais potentiellement mortelles. Donc, on a des méningoencéphalites, des méningites, des pneumopathies, des perforations, des infections intestinales ou des bactériémies. Le problème de Bacillus cereus, c'est qu'on en trouve dans le lait, mais on en trouve aussi dans l'environnement, comme vient de dire Stuti. Effectivement, Bacillus cereus sporule, donc il est résistant à la fois à la friction hydroalcoolique et à la fois à la pasteurisation. Ça, c'est un gros problème parce qu'on sait que certaines souches sont pathogènes, qu'elles émettent des toxines, mais on n'a jamais pu, sensu stricto, démontrer que le Bacillus cereus du lait maternel était authentiquement impliqué dans les infections néonatales. Ça reste encore controversé. On ne sait pas faire la différence entre les souches provenant authentiquement du lait et les souches qui ont contaminé le lait à partir de l'environnement, que ce soit au domicile, au lactarium ou au laboratoire. Alors, je me suis intéressé aux infections virales et fongiques. Concernant les infections virales, le risque théorique le plus élevé, c'est lorsque l'infection virale aiguë survient au moment de la naissance, c'est-à-dire quand le lait maternel contient un titre viral élevé et peu ou pas d'anticorps. Ceci étant, on sait que concernant le CMV et le VIH, le risque est bien décrit, il est plutôt bien maîtrisé, enfin depuis tout de même quelques décennies. On sait que concernant le VIH, l'allaitement maternel augmente de 25% le risque de transmission materno-fœtale, mais encore une fois, tout ça est maîtrisé, tout ça est connu. J'étais plus étonné par la biblio sur HTLV1, puisque le taux de transmission change en fonction des régions dans le monde, le taux de transmission global, et il semblerait que les leucémies T adultes dues au HTLV1 seraient plus liées à une transmission materno-infantile qu'à une infection adulte. Mais là encore, les proportions exactes de la transmission, dont celle par le lait, sont inconnues et changent probablement d'une région à l'autre. Et je pense que c'est un excellent terrain d'investigation qu'il faudrait explorer un peu plus. Concernant les autres virus, que ce soit les virus herpétiques, le parvovirus, les hépatites, la rubéole, ils sont souvent présents dans le lait maternel, mais les transmissions sont très rares. Sur le SARS-CoV-2, il est présent, mais moi, je n'ai pas trouvé de transmission verticale décrite. Concernant l'Ebola, il est présent, et là, la transmission verticale, elle est impossible d'entrer, parce que de toute façon, il est présent partout. Donc, comment faire la part des choses? Sur le risque fongique, a priori, il n'existe pas. J'ai trouvé une publication sur Candida, mais les auteurs considéraient qu'il n'y avait pas d'infection consécutive à la présence dans le lait. Alors finalement, quelles mesures de prévention proposer vis-à-vis de ce risque infectieux? Eh bien, vous l'avez vu, c'est d'abord les précautions standards. On revient à la base, c'est souvent des problèmes d'hygiène, entre guillemets, et donc il va falloir vraiment faire en sorte que tout le monde, y compris voire surtout la mère, puisse respecter ces précautions standards.
Ensuite, on pourrait envisager un contrôle microbiologique du lait de biberonnerie, qui est du lait cru, qui n'est pas pasteurisé. Donc ça, c'est recommandé par l'OMS. Nous, on le pratique. Ce n'est pas forcément pratiqué partout. Il n'y a pas de consensus. Bon, pourquoi pas. Bien sûr que si on estime qu'il y a un risque infectieux, on a la pasteurisation. Alors, concernant la pasteurisation, en France, eh bien, cela impose un contrôle microbiologique avant et après pasteurisation. Il n'y a que la France qui impose réglementairement ce contrôle microbiologique systématique. Le problème, c'est que c'est uniquement sur le dénombrement de la flore totale aérobie et sur Staphylocoque doré qui, vous l'avez vu, n'est pas le germe le plus critique concernant ce risque infectieux. Par ailleurs, les niveaux seuils ont été déterminés par consensus d'experts, sans lien réel avec le risque infectieux. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de méthode de référence, donc on ne peut pas comparer les résultats. Dans certains cas, l'ANSM préconise de séparer la biberonnerie et l'actarium. Moi, je n'ai pas de biblio qui permet d'étayer cette préconisation, mais pourquoi pas? Moi, ça ne me choque pas. Par contre, je pense qu'il faut vraiment apprendre à gérer l'environnement de tout, vous l'avez compris, par rapport à Bacillus cereus. Alors, au final, le lait maternel, eh bien, concernant le risque infectieux, ça concerne quelques case reports, dont certains très graves, quelques épidémies à entérobactéries, mais on le voit bien, dans la plupart des cas, non, il n'y a pas de risque infectieux. Mais dans des cas rares, voire très très rares, eh bien oui, il y a risque infectieux. C'est d'abord le strepto B, ensuite les entérobactéries, ensuite seulement le staph doré. Le plus souvent, c'est dans des conditions d'extrême prématurité et d'hygiène défavorables. En conclusion, il ne faut surtout pas oublier que les apports bénéfiques du lait qui sont considérables lorsqu'il est cru, il apporte les anticorps de la mère, plus tout ce microbiote qui va enfoncer le tube digestif de l'enfant, exercer un rôle protecteur vis-à-vis de l'entérocolite nécrosant du nouveau-né. Il ne faut pas oublier qu'en l'absence de lait cru ou pasteurisé, eh bien, on est confronté à la nutrition parentérale qui représente un risque infectieux supérieur lié au cathétérisme. Donc, de mon point de vue, au regard de la composition du microbiote et de la détection régulière de gènes de virulence, j'estime qu'il existe très certainement des mécanismes de régulation ou de protection qui vont diminuer drastiquement ce risque infectieux théorique et rendre le risque réel beaucoup, beaucoup plus faible. Il me reste à remercier Benjamin Quérin, qui est l'interne que j'ai encadré pour sa thèse d'exercice qui portait sur ce sujet, et Béatrice Ségurins, qui a été sa directrice de recherche pendant son Master 2 au CNRGH à Évry, et donc maintenant à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante. On a un peu de temps pour quelques questions. Donc la première question, c'est comment explorer si on a une infection liée au lait, pardon. Est-ce qu'il faudrait garder le lait à chaque fois qu'on a une bactériémie ou une entérocolite? Qu'est-ce que vous en pensez? L'idéal, ce serait effectivement de garder du lait. En réalité, normalement, quand il est pasteurisé, chaque lot pasteurisé est contrôlé avant et après. Donc, on va avoir un contrôle microbiologique qui est effectué ou bien par le laboratoire d'hygiène ou bien par le service de biologie médicale. Moi, personnellement, de toute façon, je ne me restreins pas à la détection du staphylocoque doré. On identifie tout germe que l'on trouve. Tant pis, voilà. Ça fait plus de travail, mais on est souvent confronté en néonat à des infections à entérobactères cloaqués. Bon. Or, on trouve pas mal d'entérobactères cloaqués dans le lait. Donc, c'est bien de pouvoir les comparer. Donc, moi, je souche tous les staph, toutes les entérobactéries, je souche même les acinétos, alors que je n'ai pas trouvé d'infection acinéto. Mais bon, oui, il faut pouvoir contrôler, il faut isoler et soucher. On peut toujours ressortir les souches après. Le problème, c'est qu'on ne souche pas les anaérobies. Okay. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, on a une autre question qui est que faire du lait d'une mère qui aurait une mastite pour un bébé prématuré? Est-ce qu'il est pasteurisé systématiquement ou est-ce que on peut le garder pour le donner au bébé prématuré? Alors, moi, dans mon établissement, on contrôle le lait de biberonnerie, on le contrôle exactement de la même façon d'ailleurs que le lait avant pasteurisation, c'est du lait cru. C'est simplement les niveaux seuils qui sont déterminés par les néonatologistes ne sont pas exactement les mêmes. Bon. Donc, de mon point de vue, à ma connaissance, ce que font les néonatologistes, ils envoient d'abord le lait de biberonnerie. On voit déjà comment ça se passe. On voit déjà quel est le taux de staph doré et le taux admis par les néonatologistes pour le staph doré, il est de 100 dans le lait de biberonnerie, il est de 10 puissance 4 pour le lait avant pasteurisation. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus drastique pour le lait de biberonnerie. Si jamais il y a un doute, bien sûr qu'ils envoient en pasteurisation et on peut recevoir en même temps du lait de biberonnerie et du lait pasteurisé. Donc vraiment, on peut contrôler les deux. Ça, c'est assez pratique et on peut comparer les choses. Le gros problème, c'est les dénombrements et on en revient à tous les dénombrements en microbiologie, hein, c'est pareil pour l'eau et les légionnelles. C'est quoi les incertitudes de mesure? Ça n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est vraiment la clinique pour moi qui va guider les choses. Ok, merci. Alors, on a une question sur les contrôles de lait. À quelle fréquence doivent être faits ces contrôles? Pour les premières semaines de l'enfant, pour les extrêmes prématurés uniquement? Il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de fréquence définie. En tout cas, pour le lait avant-après pasteurisation, c'est les lots. C'est un contrôle systématique, quoi qu'il arrive. Et on peut recevoir la même semaine. Tout dépend de la production de lait par la maman. Hein. C'est là beaucoup de lait, hein, on le sait très bien. Il va y avoir donc plusieurs lots à contrôler par semaine de la même mère. Voilà. Okay. Le lait de biberonnerie, c'est pareil. En fait, les néonatologistes, dans ce que je vois, ça va dépendre à la fois de la production de la mère et du niveau de prématurité de l'enfant. Ok. Alors, on a une question sur le traitement antibiotique. Est-ce qu'il faut tenir compte des souches dans le lait pour une antibiothérapie de l'enfant s'il s'infecte? Alors, j'ai jamais été confronté à ça. Alors, c'est vrai que nous, on ne fait pas un antibiogramme classique. Parce qu'on ne peut pas le faire pour toutes les souches que l'on isole. On teste uniquement les antibiotiques qu'utilisent les néonatologistes à l'aveugle dès qu'il y a un poil de fièvre. Donc, on teste de toute façon la céfotaxime. C'est vrai que l'agenta, je ne la teste pas. Je teste la céfoxytine si jamais il y a du staph doré. Enfin voilà, je ne fais pas un antibiogramme classique. Bon, mais ça, c'est mes dispositions internes à moi. Non, c'est clair que si jamais il y a un doute sur une infection en provenance d'une souche qui aurait été isolée du lait maternel, là, on recultiverait la souche, on la confierait, nous, à nos collègues de bactériologie clinique qui, là, feraient l'antibiogramme. Mais on n'a jamais été confronté à ça. Et de mon point de vue, il faut tout de même partir de la souche clinique, celle qui aurait été isolée de l'hémoculture. C'est tout de même elle qui fait l'infection, ce n'est pas le lait qui fait l'infection, c'est l'hémoculture, vous voyez? Ouais. Alors, on n'a pas tous des labos comme dans votre hôpital qui accueillent, qui sont environnement et qui accueillent le lait maternel. On peut l'envoyer en microbiologie sinon, oui. dans un laboratoire standard. Oui, en fait, il n'y a pas de. C'est très curieux le contrôle microbiologique du lait maternel. Moi, je suis un ancien biologiste, j'étais moi-même étonné. Ce n'est pas de la biologie médicale, c'est du contrôle de fabrication en fait. C'est pour ça que quand ça s'accrédite, c'est en 17025, c'est pas en 1589. Mais à ma connaissance, il y a encore 37 lactariums en France, donc ça signifie que le contrôle obligatoire, au moins du lait pasteurisé, c'est dans 37 laboratoires. Qui sont pas, donc à mon avis, sont majoritairement de biologie médicale, mais effectivement, il y a plusieurs laboratoires d'hygiène hospitalière qui pratiquent ça. Je ne connais pas la répartition exacte. À ma connaissance, on n'est que 2 à être accrédités sur la 17025 en France. Il y a le Sud Francilien et le CHU d'Amiens. Bon, donc s'il y en a qui veulent se faire accréditer,
rentrent en contact avec moi, je veux bien les aider parce que ça nous fait aider tout de même. Ça marche, merci. Alors, une dernière question et ensuite on passera à la dernière présentation. Dans le cadre d'adénite ou parotypite chez le nouveau-né prématuré sans porte d'entrée identifiée, est-ce que vous pensez qu'il est intéressant de faire une bactério du lait maternel et s'il est positif, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Ça va être comme pour la question de tout à l'heure de l'antibiothérapie. Je pense que de toute façon, il faut comparer avec les souches cliniques, quoi qu'il arrive. Nous, au niveau du contrôle microbiologie du lait maternel, on va essayer de savoir s'il y a une origine lait maternel ou pas. Ça devient un contrôle d'environnement, en fait. Vous voyez? Donc, pour moi, il faut toujours partir des souches cliniques, quoi qu'il arrive, et il faut regarder l'implication du lait maternel. On a tout de même si on n'a pas de symptomatologie, on a tout de même aussi un rôle de vraie prévention dans le lait maternel. Hein. Des fois, quand je trouve des germes banals de l'eau dans le lait maternel, de toute façon, je le signale, quoi qu'il arrive, au lactarium à usage intérieur. Même quand c'est du lait, surtout même quand c'est du lait de biberonnerie. Et très souvent, la conseillère en lactation me dit, je vais revoir la maman. Effectivement, je trouve que pour cette maman, j'avais le sentiment que l'hygiène n'était pas parfaite. Voilà. Donc, nous, on sert vraiment d'abord de prévention. Et après, s'il y a une origine clinique, il faut qu'on puisse isoler la souche et qui doit être la même que dans le prélèvement à visée diagnostique. Et à partir de là, il faut se baser sur le prélèvement à visée diagnostique. Il ne faut pas confondre les deux terrains. Okay. Merci beaucoup. Encore merci pour cette présentation. Et je vais repasser la parole à Stuti, qui va nous faire un retour d'expérience d'une épidémie à Enterobacter cloacae. C'est à toi, Stuti. Merci. On va essayer de... C'est bon, on voit ton écran. Normalement, vous voyez mon... Parfait. Alors, petit problème logistique. Du coup, pour cette dernière partie, je vais vous faire part de mon travail de Master 2 en fait, qui avait porté sur une épidémie à Enterobacter cloacae chez le nouveau-né prématuré. Et donc, on avait fait tout un travail sur l'épidémie qui concerne une origine, on va dire, environnementale, mais on avait vraiment regardé l'ensemble des choses que je vais vous présenter. Si le diapo veut bien passer. Non. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas vous refaire ça. Pourquoi est-ce que les nouveau-nés prématurés sont particulièrement à risque? Je pense qu'on l'a tous compris. Et que le sepsis tardif, donc qui n'est pas qui est nosocomial en fait, peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, c'était des bactériémies à Enterobacter cloacae. Donc, l'Enterobacter cloacae, il existe 6 sous-espèces. C'est un bacillogramme négatif, commensal du tube digestif, qui est un pathogène opportuniste plutôt émergent, surtout en néonate, et qui est décrit comme étant responsable d'épidémies en unité de soins intensifs. Le contexte là, c'est qu'on avait une incidence des bactériémies à Enterobacter cloacae qui avait vraiment drastiquement augmenté, d'un facteur presque x30 entre 2015 et 2016, et ça perdurait même en 2017 malgré différentes actions de l'équipe de l'EOH local qui étaient mises en place, et de surveillance et de formation et d'audit. Il y a aussi un suivi de colonisation Enterobacter cloacae qui était en place en rectal et nasopharyngé, qui était assez vieux, mais en fait, ce qui était un peu différent, c'est que ce n'est pas dans les recommandations, mais il suivait la colonisation de tout type d'Enterobacter cloacae qui soit résistant ou non aux antibiotiques du fait de l'épidémie. Et donc, nous, on a analysé les facteurs de risque avec cette épidémie pour comprendre un peu pourquoi c'était aussi pathogène, parce que vous allez le voir, ça a été responsable de nombreux décès malheureusement. Et donc on a voulu voir s'il y avait, c'était la souche qui avait quelque chose de particulier pour causer cette épidémie. Donc on a regardé au niveau de l'hôte, au niveau de la souche en elle-même, et on a typé les souches. Donc on a pris tous les nouveau-nés prématurés du service entre janvier 2016 et décembre 2017. Au total, il y avait eu 20 nouveau-nés septiques et donc 23 souches d'hémoculture, une de LCR. On a apparié à chaque enfant
un autre enfant avec des critères démographiques et chronologiques, c'est-à-dire qui était hospitalisé en même temps, un enfant colonisé. Et on avait le groupe environnement où en fait on a trouvé des souches dans les couveuses et donc on a pris 20 souches différentes des couveuses. Si vous regardez les critères démographiques de l'enfant, tous les enfants étaient prématurés, donc 80% étaient extrêmes prématurés et ils avaient, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait plus de risques de décès s'ils faisaient un sepsis au cours de la première semaine de vie ou s'ils avaient une neutropénie. En termes de résistance aux antibiotiques, on n'a rien trouvé de particulier. Il n'y avait pas de différence significative, même en termes d'hyperproduction de céphalosporinage. Il n'y avait pas spécialement de BLSE. Donc, ce n'était pas des souches particulièrement résistantes aux antibiotiques. Ensuite, les prélèvements microbiologiques des couveuses. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a une diapositive qui a sauté. Pardon. Hop. Je reprends parce que sans ça, vous n'allez pas comprendre. Donc, ce qui était un peu innovant dans l'étude, c'est qu'on a fait des contrôles microbiologiques des couveuses d'une façon un peu différente, parce qu'il n'y a pas vraiment de recommandations sur la méthodologie. Et donc, en 2016 et début 2017, ça avait été fait avec des géloses contact qui revenaient systématiquement négatives et qui avaient certains écouvillons de zones qui étaient fragiles, dégradées, des recoins peu accessibles. Ce qu'on a fait, c'est qu'en premièrement, on a rajouté une étape d'enrichissement en bouillon cœur-cervelle. Et on s'est dit, comme pour les endoscopes, on va rechercher des germes indicateurs, dont l'Enterobacter cloacae qui nous intéressait. Mais voilà, on a fait sur des géos spécifiques pour trouver des germes qui sont indicateurs pathogènes ou de l'environnement. Et on les a d'abord prélevés en conditions de stockage, c'est-à-dire qu'il y avait un bio-nettoyage, puis on les prélevait tout de suite après. Et en fait, après, on s'est dit que ces zones-là, on allait les prélever en conditions d'utilisation. Puisque comme je vous disais précédemment, même s'il ne me reste que 2-3 bactéries, peut-être qu'au bout d'une semaine à 38 degrés et 80% d'hygrométrie, ça devient un véritable bouillon de culture en soi. Et donc, on les branchait vides après bio-nettoyage pendant 48 heures. On les immobilisait 48 heures dans une pièce, branchait à vide et on revenait prélever 48 heures après. Donc, je reviens à ma diapo sur les résultats. Voilà. On a prélevé 2 couveuses de modèles différents. Et donc, avec cette nouvelle méthode, vous avez 20% des couveuses qui étaient positives en conditions de stockage, c'est-à-dire vraiment sans les mettre en chauffe, quoi. Et quand on utilisait la méthode de mise en chauffe de l'incubateur, on se retrouve avec 100% des couveuses qui sont contaminées à Enterobacter cloacae. Et pour vous dire, on ne trouvait pas grand-chose de plus. On retrouvait surtout l'Enterobacter cloacae, de temps en temps du Pseudomonas, des germes de l'environnement. Mais ce qui était assez frappant, c'est qu'on retrouvait typiquement vraiment des souches de la même bactérie en fait, qui causait ces sepsis et notre épidémie. Quand on a fait la même chose sur les couveuses du modèle B, on n'a jamais retrouvé l'Enterobacter cloacae sur le modèle B. Donc, on est vraiment parti sur le fait que c'était un problème dans la conception. Il y avait quelque chose dans cet incubateur-là qui posait problème, au-delà peut-être bien sûr des pratiques qu'on a accompagnées de bio-nettoyage, de formation des agents sur la façon de bio-nettoyer. Et les résultats, en fait, sont restés inchangés puisqu'on s'est rendu compte que les joints que je vous ai montrés, qui étaient les joints de porte, n'avaient jamais été changés, que les couveuses avaient 10 ans et ils ne faisaient pas partie de la maintenance en fait par le fabricant. Et que ces joints, on peut se dire que ce soit la vapeur ou que ce soit les détergents désinfectants, au bout d'un moment, ça abîme ce caoutchouc et ce plastique. Et donc, on a fait changer des joints de plusieurs couveuses, des pièces moteurs. On est passé de la vapeur à un détergent désinfectant. On est repassé à la vapeur par le fabricant qui l'a fait. Ça restait inchangé. On a même fait venir une couveuse neuve d'usine dans laquelle on a mis un bébé colonisé pendant 3 jours. Et puis, on l'a bien nettoyé de façon assidue. On l'a prélevée et elle était positive alors qu'elle était négative à l'arrivée. Donc, il y a un problème dans la conception probablement de la couveuse et donc on a décidé de mettre en quarantaine les couveuses qu'on retrouvait contaminées pour essayer de s'en sortir et de ne pas mettre des bébés dedans. Donc, vous voyez, c'était ces couveuses-là qui sont extrêmement compliquées. Il y a beaucoup d'endroits à démonter et donc on a les prélever à ce niveau-là, dans les joints, etc. Et puis, on s'est dit peut-être que ça marche parce que l'Enterobacter cloacae, peut-être qu'il produit particulièrement du biofilm, mais il aime bien l'environnement. Et donc, on avait fait des tests de production de biofilm pour les 3 groupes de souches en disant peut-être que celles qui donnent plus de sepsis produisent plus de biofilm ou celles de l'environnement produisent plus de biofilm. Mais finalement,
il faisait du biofilm, ça c'est un fait, parce qu'on l'avait comparé à quelques souches d'Escherichia coli par exemple, et il faisait plus de biofilm que ces souches-là, mais il n'y avait pas de différence entre les différents groupes en fait, de sepsis, colonisation, environnement pour les souches en termes de production de biofilm. Ensuite, on s'est dit peut-être qu'ils résistent aux antiseptiques. On sait qu'il y a beaucoup d'antiseptiques qui sont contre-indiqués chez les prématurés. Finalement, mais dans les recos, ce qu'on conseille plutôt, c'est la biseptine ou le daquin ou la muquine, donc dérivés chlorés, ou une association de chlorhexidine et chlorure de benzalkonium. Donc, on a testé les antiseptiques sur des milieux solides pour les différentes souches de groupe. Et donc là, sur le graphique, vous avez les souches septiches en rouge, les souches colonisées en bleu et les souches environnement en vert. Et en jaune, c'est une flèche qui, dans la littérature, c'est le seuil de sensibilité critique qui a été retrouvé pour des souches d'Enterobacter cloacae sur ces biocides-là. Donc là, c'est pour la chlorhexidine. Et on s'est rendu compte que 98% de nos souches avaient une CMI supérieure à ce seuil de sensibilité critique et que donc elles avaient quand même une petite résistance à la chlorhexidine. On n'a pas été jusqu'au maximum. Après, je vous rassure, les 128 mg par litre, dans la biseptine, vous avez des concentrations de chlorhexidine largement supérieures à ça. Donc, on arrive au CMI quand même. Mais on voit qu'il y a quand même un petit quelque chose qui pourrait expliquer une certaine résistance dans l'environnement parce que cette chlorhexidine et ce benzalkonium, par exemple, qui arrivaient au même résultat, vous en avez également dans certains produits détergents désinfectants. Et l'acriflavine, c'est un témoin en fait de résistance aux antiseptiques et donc ça montre bien qu'il y avait une certaine résistance aux antiseptiques pour cette souche, enfin ces souches. Ensuite, ces souches, on les avait comparées par méthode ERIC-PCR, qui est un gel d'électrophorèse. Ça avait été validé avec le CNR des entérobactéries également. Et on s'est retrouvé avec 11 profils différents. Dans tous les groupes, en fait, on avait vraiment différentes souches. Donc, ce n'était pas une épidémie clonale. Vous aviez plusieurs clones dans tous les groupes. On a quand même retrouvé deux profils majoritaires dans 3 groupes, qui étaient le profil A et le profil E. Et on n'a pas trouvé un profil qui était particulièrement associé au décès. Le résultat intéressant ici, c'était de voir que entre les souches qu'on avait dans les couveuses et chez les enfants, finalement, c'était les mêmes. Donc, ce n'était pas comme si on avait des souches finalement environnementales qui n'avaient aucun rapport avec les enfants. C'était quand même des souches qui étaient liées. Après, c'est toujours difficile de se dire qui est là de l'œuf ou de la poule. Probablement que c'est venu d'un enfant colonisé qui a ensuite colonisé l'incubateur. Mais je vous rappelle quand même que c'était des souches qu'on retrouvait après bio-nettoyage, donc des souches qui se retrouver en contact avec d'autres enfants après et qui pouvaient favoriser donc cette transmission croisée. Donc là, c'est une courbe sur le temps. En fait, en abscisse, vous avez plusieurs mois et c'est l'épidémie sur 2 ans. Et donc ça, c'est un petit peu vous montrer les mesures qu'on a utilisées pour gérer cette épidémie. Et en fait, on a regardé le taux d'incidence de colonisation et de bactériémie, que ce soit à cloaquée ou à tout germe. Et en petit 1, ici, vous avez la sectorisation qui a permis un petit peu de diminuer, mais finalement, on s'était retrouvé quelques mois après à avoir un gros pic de colonisation et un petit peu de bactériémie également. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre en évidence la contamination des couveuses et que progressivement, on a mis les couveuses contaminées en quarantaine, ce qui a généré de grosses difficultés dans l'activité du service puisqu'ils n'avaient plus assez de couveuses pour pouvoir admettre les enfants. Mais ça a vraiment fonctionné sur l'incidence de colonisation bactériémie. Et puis, en numéro 3, on a remplacé toutes les couveuses. Et vous n'avez pas la suite, mais l'épidémie s'est bel et bien arrêtée une fois qu'on a changé toutes les couveuses du modèle A. Donc, en conclusion, les enfants qui ont fait un sepsis à cloaquée, en effet, c'était des enfants particulièrement à risque parce que c'était quasiment que des grands prématurés. Il y avait une mortalité quand même assez élevée associée à ce sepsis. Et ce qui était associé à ce décès, c'était le fait de faire un sepsis dès la première semaine de vie et d'être neutropénique à ce moment-là. Les caractéristiques phénotypiques, quand on regarde entre les différents groupes, il n'y a rien de particulier pour les antibiotiques. Il y a une certaine résistance aux biocides et une capacité de produire du biofilm qui pourrait expliquer la persistance dans l'environnement et donc la transmission croisée.
L'épidémie n'était pas clonale, mais on a quand même identifié un réservoir et quand on a retiré ce réservoir, bien sûr, il y a eu toutes les formations et l'accompagnement de l'équipe sur les précautions standards et complémentaires de base, mais il a fallu vraiment le remplacement des couveuses pour stopper l'épidémie. On s'est demandé si c'était mieux de désinfecter par la vapeur, mais encore une fois, si cette vapeur elle est mal utilisée, par exemple, il faut que ce soit au contact avec des bonnettes microfibres pour vraiment être efficace. Et en fait, il faut vraiment que ce soit des agents habitués et formés pour pouvoir le faire de façon correcte, parce que sinon, en fait, ça peut être contre-productif. Est-ce qu'il valait mieux utiliser du Daquin pour l'antisepsie cutanée? Finalement, on s'est dit que les concentrations dans l'amsétine étaient telles que ce n'était pas spécialement nécessaire de passer au Daquin. Et donc, il y a eu de nombreux audits et accompagnements des équipes et surtout le remplacement des couveuses. Et donc, c'était pour vous alerter sur le fait que les couveuses peuvent vraiment être un réservoir bactérien. Il faut faire attention, en fait, dès le choix en fait, du modèle, sur le fait que ce soit un modèle qui soit accessible au nettoyage. Plus il y a des petites pièces, plus il y a de recoins, plus il y a des zones qui peuvent être oubliées. Il faut faire attention à la vétusteté, puisque comme je vous disais, c'est des couveuses qui avaient 10 ans. Et donc, peut-être qu'elles étaient aussi un peu arrivées à bout. On voyait qu'il y avait beaucoup de condensation également dans l'incubateur et que donc, voilà, ça fonctionnait peut-être plus très bien non plus. Et que cette condensation avec de l'enterobactère cloaqué partout dans la couveuse et la condensation parfois faisait que des gouttes tombaient sur les enfants. Donc, ça peut expliquer aussi comment est-ce que les enfants s'infectaient dans cet environnement-là. Il faut faire attention aux recommandations du fournisseur, je vous ai dit, dans le choix des produits qu'on utilise, de la façon de les bien nettoyer, etc. Bien former le personnel sur ces nettoyages de couveuses qui sont vraiment complexes et donc avoir un local adapté. Et donc, quand il y a un achat de ce genre de dispositif médical, mais ça concerne finalement un peu tous les dispositifs médicaux, vaut mieux en amont impliquer les équipes de prévention du risque infectieux dans le choix de ces dispositifs et puis prendre en compte le critère de facilité, de durée de l'entretien, de possibilité de l'entretien, plutôt de courir après le problème une fois que le dispositif est déjà là. Et quant à la surveillance microbiologique des couveuses, la méthode qu'on a utilisée pour le prélèvement qui était la plus sensible, ça demandait énormément de temps. Il fallait bien nettoyer la couveuse, immobiliser le matériel 48 heures, aller prélever à ce moment-là, et puis ensuite bien nettoyer la couveuse avant de la mettre... de la bloquer le temps d'avoir les résultats, ou alors si les résultats étaient bons, la bien nettoyer pour la mettre à un enfant. Donc, c'est extrêmement chronophage et compliqué. Ça ne me semble pas adapté en routine, puisque je vous disais, ce n'est pas quelque chose qui est censé être stérile. Mais si on a une épidémie difficile à maîtriser, ça peut valoir le coup de prélever avec cette méthode de sensibilisation avec des germes indicateurs, parce qu'encore une fois, le fait de retrouver quelque chose dans la couveuse ne me semble pas délétère en soi, puisque ce n'est pas censé être un environnement stérile. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Stuti. C'était très intéressant aussi. Alors, on a quelques questions dans le chat, enfin dans l'onglet questions plutôt. Alors, la première question, devant la suspicion de problèmes de conception sur les incubateurs, est-ce que vous avez fait un signalement de matériovigilance? Tout à fait. Bon, normalement, ce modèle de couveuse n'est plus commercialisé. Ce n'est pas lié à ça, mais c'est ce que j'ai cru comprendre qu'ils avaient de toute manière un nouveau modèle. Donc, oui, la matériovigilance avec tout ça. Okay. Est-ce que vous observiez des dépôts difficiles à atteindre lors du bionnettoyage des... Ouais. Oui, comme il y a de l'eau, il peut y avoir du calcaire, il peut y avoir des liquides biologiques en fait. Donc oui, c'est très compliqué de nettoyer une couveuse. Il faut bien insister sur le fait qu'il faut vraiment passer partout. Et c'est pour ça que plus la couveuse choisie sera simple avec juste un habitacle hermétique par rapport au reste, parce que vous avez vu sur les photos, finalement, ce n'était pas complètement hermétique entre l'habitacle et la partie du cœur. Et donc, notre théorie, c'était que l'eau contaminée coulait et allait probablement contaminer des parties du cœur qui ne sont pas accessibles au quotidien et qui, du coup, réensemençaient dans l'habitacle à chaque fois. Donc, plus le modèle est simple et accessible au nettoyage, plus le risque est maîtrisé. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez prélevé le réservoir d'eau, la source d'eau? Oui, on avait prélevé le réservoir d'eau. Alors,
Sur ces modèles-là, c'était, attendez que je dise pas de bêtises, sur ce modèle-là, c'était pas des réservoirs, c'était des bouteilles d'eau stérile qu'on branchait directement. Maintenant, on avait d'autres modèles avec des réservoirs et c'était les modèles de B qui n'étaient pas contaminés. Mais oui, ça, c'est un endroit qu'il faut aller prélever parce qu'il y a d'autres épidémies qui sont décrites, comme je présentais dans mon premier diaporama, via l'eau et le système d'humidification. Donc, c'est un endroit où il faut aller chercher, notamment si on a des germes hydriques qui causent des infections. Tu parlais des germes indicateurs, est-ce que tu peux juste préciser lesquels Je pense qu'il faut se concentrer sur, si on a une épidémie, le germe qui nous intéresse, ou des choses qui sont pathogènes chez les petits, le staph doré, les bactéries, un pseudomonas, je pense que ça peut être déjà pas mal parce qu'il peut y avoir des choses de l'environnement. Alors, si ça cause des infections, il faut les mettre dans les germes, mais je pense qu'après, c'est à chacun de se mettre un objectif de qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que je travaille dans ces prélèvements. Alors, une dernière question sur les incubateurs. Est-ce que vous avez un retour du fournisseur par rapport à ces problèmes? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément d'actions qui ont lieu en même temps. Et donc, c'était de la vapeur qui était utilisée à ce moment-là. Et le jour où le fabricant est venu par rapport à cette matériaux-vigilance, il a assisté à un bio-nettoyage par quelqu'un par la vapeur qui n'était pas fait de manière correcte. Et donc, la réponse a été non, les contaminations des incubateurs viennent surtout du fait que l'entretien est mal fait. Et en fait, du coup, ça s'est arrêté là à cause de ça. C'est compliqué quand même de faire ce genre de signalement. Donc, et puis après, il y a d'autres réanimations néonatales. Moi, j'ai fait ma thèse, donc comme je vous disais, et j'ai testé cette checklist dans plusieurs réanimations néonatales. Et il y a d'autres réanimations néonatales qui utilisent ces couveuses-là et qui n'ont aucun problème. Donc, bon. Okay. Quelle était la durée de quarantaine des couveuses? Ah bah pour toujours, puisqu'on n'arrivait pas à les décontaminer, jusqu'à ce qu'on les change, elles ont fini à la poubelle. Vous avez complètement changé, effectivement. En fait, on a essayé plein d'actions, de changer tel joint, d'utiliser telle méthode, d'utiliser tel produit, de les envoyer en usine pour décontaminer, mais rien ne marchait en fait. Donc, on n'a pas pu les remettre. Tant qu'on n'avait pas des prélèvements négatifs, on ne pouvait pas les remettre en circulation. Et à un moment, on a arrêté d'essayer, on les mettait simplement en quarantaine, honnêtement. Ok. On va remonter à des questions sur ta première présentation. Donc, on avait une question sur les lingettes utilisées pour l'entretien des incubateurs. Il y avait des études quelques inquiétudes quant aux études garantissant l'utilisation possible en présence des enfants. Quand on regarde les études, les inquiétudes se confirment qu'il y a très peu d'études, notamment à long terme. Quel est ton avis en fait? Est-ce que tu as un retour d'expérience à faire là-dessus? Non. Il y a un moment, je ne suis pas spécialement experte sur les effets à long terme. Je pense qu'à un moment, on est un peu obligé de faire confiance à ce que les études qu'on nous donne, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des laboratoires qui ont fait des études comme ça leur est demandé sur l'embryotoxicité, sur des choses comme ça. Et puis, on fait au mieux avec les informations qu'on a. Maintenant, ça fait quand même de nombreuses années que certains produits sont utilisés en réanimation néonatale et je n'ai pas de notion d'un signal qui soit remonté par rapport à ça. Voilà. Ok, merci. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser du linge stérile en incubateur? Pour moi, pas forcément, puisque à partir du moment où ça a été traité de façon correcte et que c'est propre, l'enfant il ne sera pas dans un environnement stérile, son incubateur il sera ouvert, il va faire du pot à pot avec ses parents, il va avoir voilà. Il faut pas penser que c'est des bébés bulles et qu'ils doivent être dans un environnement stérile. Au contraire, il faut qu'ils aient une colonisation, qu'ils aient un microbiote, etc. Après, les études montrent que malheureusement, les enfants extrêmes prématurés ont un microbiote différent des enfants nés à terme, de par la façon dont ils sont nés, mais aussi, en fait, ils sont beaucoup plus exposés aux germes environnementaux, hospitaliers, etc. Et donc, ils ont un microbiote un peu différent. Néanmoins, il reste important qu'ils créent un microbiote et une flore. Et donc, il ne faut pas non plus se mettre en stérile pour tout le temps. Ok, merci beaucoup, Stuti. On a encore le temps. Une dernière question pour Didier Lecointe, s'il est encore là. Quels sont les recos sur la prévention de transmission du CMV via le lait de mère chez l'extrême préma? Est-ce que vous avez
des informations là-dessus. Vous avez coupé votre micro. On ne vous entend pas. Ah oui, la sérologie CMV est demandée aux mères allaitantes. Moi, je n'ai pas d'expérience sur le CMV, sinon mon ancienne expérience de virologiste, mais c'était il y a plus de 20 ans, donc je ne vais pas vous raconter de bêtises. De mon point de vue, il ne faut pas oublier que le CMV, ça peut se transmettre pendant la grossesse, pendant toutes les étapes de la grossesse, jusqu'au bout. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu des choses très graves quand j'étais virologiste à Bicêtre sur le CMV. Pourtant, c'était mon sujet de recherche. Il y a beaucoup de prévention qui est faite. C'est vrai qu'en fin de grossesse, c'est beaucoup moins grave, mais voilà. Mais bon, redemander à un vrai virologiste, quelqu'un qui n'a pas abandonné la virologie. Moi, j'ai abandonné ça il y a 20 ans. Ça te fait rire, Sophie, hein? Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Je vais repasser la parole à Souti, notre copilote du GPRI, pour le mot de la fin. Et moi, je vous remercie pour ces présentations de qualité. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Delphine. Bah oui, du coup, je vais faire le mot de la fin des webinaires en général. Nous sommes extrêmement contents de vous avoir vu aussi nombreux à ces webinaires, avec aussi un public aussi diversifié. Le fait d'avoir également des personnes en néonat nous a beaucoup flatté et on espère avoir pu vous aider et répondre à des questions. Les questions qui n'ont pas pu être traitées, on va essayer de faire une foire à questions, un document en fait à pouvoir vous communiquer. On va le faire en lien avec le conseil scientifique de la SF2H pour vous apporter des réponses concrètes autant que possible. Je voulais finir juste sur une petite vidéo parce que c'est important aussi de parler de qui est à l'origine en fait de ce genre d'initiative et donc parler un peu du GPRI. Il n'y a pas de son, c'est normal. Et donc, le GPRI, c'est la commission jeune de la SF2H. On a 2 ans, donc on est encore jeune même en création et on fait beaucoup d'actions. Beaucoup de ces actions ont lieu sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous encourage, ça nous montre qu'on a vraiment une visibilité et un rôle à jouer. On essaye de promouvoir la spécialité, de vous apporter de l'aide sur des sujets de formation, donc n'hésitez pas à répondre à nos enquêtes de satisfaction, ça nous aide à savoir quels sont les sujets que vous aimeriez voir traités. Et aussi à nous rejoindre en fait parce que voilà, je pense que plus on aime mieux c'est pour refléter un peu le paysage de la prévention du risque infectieux. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je voulais vraiment remercier tout le monde pour sa présence et aussi la SF2H pour sa confiance pour nous laisser gérer ces webinaires en toute confiance et toute autonomie. Et merci à tous les modérateurs que vous n'avez pas vus qui sont dans l'ombre, qui ont géré toutes les questions. Merci à Marion, qui est pilote du groupe formation et qui a organisé ces webinaires d'une main de maître. Et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir.